recherche de solutions techniques et ou de formation. Donc je pense que votre avis va vraiment être intéressant et important pour nous éclairer un petit peu sur l'évolution de votre perception des menaces de sûreté maritime. Donc bonjour, je suis Olivier Texier, je viens de la CMA-CGM, troisième transporteur mondial de containers. Je suis ici pour témoigner effectivement quelle est notre approche de la sûreté. Donc moi aussi j'ai 10 minutes, donc je vais passer très rapidement sur les premiers slides qui étaient la présentation de la compagnie, mais je pense que tout le monde doit connaître plus ou moins la CMA-CGM. Et je vous montrerai rapidement les mesures que nous avons prises et que nous prenons et les orientations vers lesquelles nous allons. Donc la CMA-CGM, c'est un groupe dans lequel il y a du maritime, mais il y a aussi du rail, de la route, de la logistique, etc. C'est une entreprise mondiale, donc notre vision est mondiale. Je parle de ça parce que tout à l'heure on parlait des pavillons, le droit du pavillon, etc. Oui, nous employons des pavillons français, mais pas que. Donc on a une approche sur tous les pavillons, pavillon anglais notamment, qui est le plus gros pavillon chez nous, Malte, qui est un pavillon de plus en plus représentatif, français effectivement, et quelques autres pavillons qu'on a pour des raisons commerciales essentiellement. Donc vous avez un petit peu la taille de la compagnie. Donc troisième groupe mondial, on arrive après Maersk et MSC. Juste une petite remarque, ce sont 3 compagnies maritimes européennes et familiales. Et derrière, si on se retourne, on voit que les Asiatiques ne sont pas loin. Donc il y a un certain challenge à maintenir cette position. Voilà un petit peu, donc on transporte 11 millions de TEUs par an, donc c'est les chiffres de 2013, donc 2014 ne sont pas encore consolidés, mais vous voyez qu'on a une croissance relativement constante, à part le petit trou de 2009, donc la crise que tout le monde a connue, et ça fait un réajustement en fait, et après la croissance a été régulière. Donc notre trafic se fait essentiellement, enfin pour presque la moitié sur un trafic Est-Ouest. Donc Est-Ouest, c'est Europe-Asie, Asie-Amérique, Amérique-Europe. Dans Est et Ouest, dans les deux sens. Et effectivement, on fait aussi des transits Nord-Sud, qui représentent de plus en plus une grande part, et intrazone sur des compagnies filiales, généralement, donc qui sont implantées dans les pays correspondants, notamment en Chine et aux USA. La mondialisation, c'est ça. Tout à l'heure, sur les premiers exposés, on a vu les routes maritimes principales. Bon, nous, on n'emprunte pas tellement la route de la soie qui est exposée terrestre, mais sur nos services, vous voyez que les flèches sont un petit peu au même endroit. Donc, on développe tous ces services-là avec les ronds noirs qui correspondent à des hubs, c'est-à-dire des ports qui, pour nous, servent de ports de plateforme pour distribution sur la région en question. Ça correspond à 2 types de navires, des gros navires qui font du gros trafic Est-Ouest, grosse capacité, jusqu'à 18 000 TEUs maintenant, donc TEUs, équivalent 20 pieds, un container. Et puis, à partir des hubs, des navires plus petits, donc des feeders, qui en termes de sûreté n'ont pas la même vulnérabilité, et c'est ça qui est intéressant pour nous. Donc nos navires, on exploite à peu près 430 navires, dont un quart est en propriété, dont j'ai la responsabilité de la sécurité et sûreté, donc c'est ceux-là qui vont m'intéresser, sachant que l'armateur a des responsabilités. Donc les navires que vous affrétez, la sécurité et la sûreté, pour ce qui nous intéresse, est de sa responsabilité. Ce qui ne nous empêche pas de lui donner des conseils, on va dire, ou d'une politique à suivre pour respecter une certaine éthique de la compagnie. Bon, ça c'était pour vous montrer un peu la taille de nos navires, et c'est intéressant parce que monter à bord d'un navire comme ça pour un pirate c'est un peu compliqué. On a des francs-bords qui sont généralement au-dessus de 8 mètres, pour la plupart de nos navires, qui vont jusqu'à 18-20 mètres. Et ces navires, on a des vitesses de transit qui sont plutôt 15 nœuds, la plupart des services sont plutôt autour de 18 nœuds. On a fait des exercices avec les commandos, à 18 nœuds, ils demandent de ralentir pour monter à bord. Bon, j'ose espérer que les pirates ne le demanderont pas, mais n'essaieront pas. Bon, ça c'est pour vous montrer un petit peu nos implantations terrestres. Alors, la piraterie, en termes de sûreté, je dois vous dire que notre préoccupation majeure ces 3 derniers mois a été plutôt l'immigration clandestine. On l'a évoqué tout à l'heure, on a fait 15 opérations depuis le mois d'août, on a ramassé à peu près 2500 personnes à l'eau, ce qui est une goutte d'eau sur les 140 000 émigrés que l'Italie a reçus cette année, mais ça nous a quand même occupés. Après arrivent les clandestins, qui est une vraie préoccupation pour la compagnie. Et les trafics,
Donc les trafics illicites, je parle de drogue, je parle de contrebande de cigarettes, je parle de contrefaçon, etc. Donc quand vous faites de la mondialisation comme ça, forcément vous êtes impliqué dans le sens où on transporte sur des containers, sur un système déclaratif. Donc on ne sait pas ce qu'on transporte dans nos containers, sauf ce qui est déclaré sur le manifeste. Évidemment, tout le monde n'est pas de bonne foi. Pour ce qui concerne la piraterie, depuis 2008, voilà tous les navires concernés de la CMA-CGM qui ont subi une attaque. La seule qui a réussi, enfin pour les pirates, échec pour nous, c'est le fameux Ponant dont on a déjà parlé. Alors le Ponant n'est pas au cœur de notre métier puisque c'était un navire de passagers, un voilier. Je vous parlais de franc-bord de 8 mètres, c'était évidemment pas le cas du Ponant où on était plutôt à 10 cm pour monter les jet skis sur la plage arrière. Donc c'est un navire très particulier. Après, toutes les attaques ont eu lieu, donc tous les bateaux s'en sont tirés, c'est-à-dire soit par des mesures passives, je vais vous montrer rapidement, et puis quelques mesures actives pour certains navires. Donc du coup, certains ont essuyé des coups de feu, on a changé quelques radars, on a changé quelques vitres passerelles, on a eu à déplorer aucun blessé. On a eu de la chance, certainement. Les mesures passives, donc, déjà, sont basées sur le Best Management Practice 4, dont on respecte, avec certains compromis aujourd'hui, parce que les vitesses, notamment la vitesse de 18 nœuds qui est prônée dans les Best Management Practice, ne correspondent pas forcément à des vitesses commerciales. Et le nerf de la guerre en transport maritime, c'est le fuel, le carburant, qui a un poste budgétaire très important. Et donc, évidemment, passer de 15 à 18 nœuds, ça change tout. Et de 15 à 20 nœuds, ça double la consommation d'un navire à peu près. Je ne sais pas si vous avez idée combien consomme un de nos navires par jour, mais on est plutôt entre 80 et 100 tonnes de fuel. Vous ferez le calcul, pour 100 navires et au prix du fuel, ça représente une certaine somme. Donc forcément, on fait des compromis. Donc voilà un petit peu toutes les mesures passives que nous avons prises, et donc qui sont actuellement en vigueur pour tous les navires qui naviguent dans la High Risk Area, donc sur les côtes somaliennes, enfin tout l'océan Indien, et également sur le golfe de Guinée. Nous avons aussi quelques mesures actives. Donc en fait, sur tous les navires dont je viens vous parler, j'ai actuellement que 8 équipes embarquées sur navire. Donc j'en ai pas beaucoup. Ce sont des feeders, donc des petits navires, qui font du trafic nord-sud en général dans l'océan Indien. Alors on va pouvoir disserter s'il faut 2, 4 personnes, etc. C'est pas le débat. Nous sommes sur ce qu'on disait tout à l'heure, un droit, comme disait le commissaire, un droit mou. C'est-à-dire on est sur des recommandations. C'est-à-dire que moi j'embarque si je juge que j'ai un risque, etc. Mes zones que j'utilise, les routes que j'utilise, en fait mes seules contraintes, ce sont aujourd'hui mes assureurs. Il y a des zones dans lesquelles je ne suis pas assuré, il y a des zones dans lesquelles je suis moins bien assuré, où je serai mieux assuré si je paye plus, etc. Ça, c'est une vraie contrainte. Donc voilà un petit peu les trades que vous avez en exemple sur lesquels on met des équipes armées. Notamment, on s'arrête en Somalie, donc on fait des escales à Mogadiscio et bientôt à Kismayo, et donc avec des équipes armées à bord des navires, effectivement, imposées par les assureurs. Bon, ça c'est des chiffres que vous connaissez certainement, donc c'est les attaques réussies et les attaques échouées. Donc c'est pas un scoop, ça a bien baissé en Afrique de l'Est. On est souvent maintenant dans des cas d'approche suspecte. Enfin, nos commandants, c'est ce que nous rapportent. Par contre, il y a une augmentation en Afrique de l'Ouest. Alors nous, on est moins dans le scope, puisque les bateaux ciblés jusque-là, on en a comme eu 2 attaques cette dernière année, mais en général, c'est plutôt les supplies ou les navires qui grenouillent, j'allais dire, dans la zone, enfin qui restent sur zone, qui sont plus lents, qui ont des francs-bords faibles, ou qui ont un intérêt, genre des capacités de fuel à bord. Nos navires nous font que passer à vitesse relativement rapide et vont directement à quai en général, donc on est un peu moins impacté. Pour l'Afrique de l'Ouest, donc c'est ce que je viens de dire, donc on a déterminé, vous avez toutes les attaques recensées à peu près en 2013, attaques ou tentatives d'attaque. Donc nous, notre politique ici est essentiellement passive, je n'ai aucun homme armé sur mes navires ici. En fait, ils ont une zone d'attente et ils attendent que leur place à quai soit libre. En gros, ils attendent à une centaine de milles nautiques et quand la place à quai est OK, c'est-à-dire le feu vert de l'agent, ils vont à 18-20 nœuds, ils vont jusqu'au port, ils vont directement à quai, ils font leur opération commerciale et dégagent aussitôt après. Bon, pour l'instant, ça marche, on n'a pas eu à déplorer aucun problème là-dessus. Bon, ça, vous avez déjà dû voir ce genre de photos. Donc ça, c'était en 2012, c'était un petit peu éparpillé, un petit peu partout. En 2013,
il y en a beaucoup moins à l'est et ça se resserre déjà près des côtes. Et en 2014, j'allais dire que l'océan Indien est à peu près tranquille, enfin au large, très au large. Et on voit que les détroits d'Ormuz, il y a toujours un certain nombre d'attaques ou d'attaques suspectes, d'approches suspectes. On a une fois par semaine, on a un commandant qui nous appelle en disant « Oh là là, il y a des pirates qui sont autour de moi, etc. » C'est pas toujours des pirates, il y a une certaine psychose qui s'est installée dans la région et souvent, c'est parfois des pêcheurs. N'empêche que dans le doute, on traite la menace pareil, on lui dit accélérer, etc. Enfin, toutes les mesures passives dont vous avez pu voir tout à l'heure. Alors là, je vais montrer quelques images hérétiques. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Comme vous le savez, les best management practices sont toujours en vigueur. Il y a un corridor dans le golfe d'Aden et puis il y a la HRA. Aujourd'hui, ce corridor, c'est une recommandation, c'est ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, on a vu avec nos assureurs, on ne le suit plus. On n'est pas les seuls. La plupart des grandes compagnies ne le suivent plus. Pourquoi? On gagne du temps et donc on gagne de l'argent, on gagne de la consommation en passant plus près au nord de Socotra par exemple. Donc on fait une route purement est-ouest et on délaisse de plus en plus le corridor. Sauf les navires qui ont des faibles vitesses, mais nous, comme on n'en a quasiment pas. Donc on impose juste une vitesse minimum, conformément au Best Management Practice, les mesures dont je vous ai parlé tout à l'heure, et on commence à couper un petit peu dans les choux. On est en train de réfléchir à passer au sud de Socotra. J'ai des échanges réguliers avec mes camarades de Maersk à Copenhague et ils sont dans la même logique. On a parlé, donc là j'ai mis deux types de zones, et ça sera ma dernière vue d'ailleurs. Deux types de zones. Les zones en rouge, c'est ce qu'on appelle les zones d'exclusion. Si vous allez là, vous n'êtes pas assuré, donc on n'y va pas, ça c'est clair. Après, tractation avec nos assureurs, puisque c'est toujours eux qui font la loi, vous avez bien compris. On a réduit en fait de 300 à 100 000 nautiques la zone, donc ce qui nous permet de donner un petit peu plus de gras. Et nous avons commencé à faire du lobbying pour réduire la HRA et revenir à la HRA de 2008 en fait. En fait, c'était la situation initiale il y a 6 ans, parce que maintenant en fait, on a une high risk area énorme dans laquelle il n'y a aucune attaque l'année dernière entre le 78 Est et le 65 Est. Par contre, ça se traduit toujours en prime d'assurance. Donc, c'est intéressant, mais ça nous intéresse beaucoup moins. Donc, le lobbying est dans ce sens-là en ce moment. J'ai eu une réunion il n'y a pas longtemps avec les gens de MSC et Maersk et on pousse tous dans le même sens pour réduire ces zones qui ne semblent pas adaptées à la menace, qui existe toujours, soyons clairs, mais elle s'est un petit peu déplacée, elle s'est nettement rapprochée des côtes vu du shipping. Voilà. Donc, j'étais un petit peu vite. Mais je n'ai pas dû en pétarder mon timing. Donc voilà, donc je suis à votre disposition si vous avez des questions pour la suite. C'est très bien parce que ça permet d'apporter un éclairage très opérationnel sur la différence entre la perception que peuvent avoir quelques chefs d'entreprise sur ce qu'on peut fournir comme outil et la réalité des besoins, et notamment le chiffre que vous avez communiqué de 8 navires, simplement 8 navires sur la plusieurs centaines de bateaux dont vous disposez à la CMA CGM, 8 navires qui sont aujourd'hui supportent les équipes armées. C'est quand même très significatif. Merci beaucoup. Donc la parole revient donc à Jean-Michel. Pardon, il y a une petite inversion. À Gilles Guérini, Jean-Michel.